souvent dans ce jardin du Tuya? Assez souvent. Enfin, mettons 5 ou 6 fois par été. Que c'est beau, quel calme. Il est très beau, il est admirablement dessiné, avec cette espèce de grand axe central. Savez-vous à quoi je pense, en me promenant avec vous dans ce jardin? Je pense à cette phrase que j'ai relevée dans Souvenir pieux, je crois, c'est que on ne détruit pas la beauté du monde sans détruire aussi la santé du monde. Oui, et même l'équilibre du monde. Oui. Mais c'est ce que nous sommes les premiers à savoir. Il est évident que nos grands-parents ne s'en doutaient pas encore. Et même il y a une trentaine d'années, nous étions très peu nombreux à lutter pour défendre cette santé, cette beauté et cet équilibre. Est-ce parce que justement le monde s'est détérioré dangereusement? Je crois qu'il s'est détérioré. Il a souffert terriblement de changements trop rapides, de guerres destructives qui ont découragé l'humanité, d'une surpopulation qui est un très grand danger, parce qu'elle diminue la valeur même de l'homme, et d'une dévastation de la nature. Mais pensez-vous vraiment qu'on puisse arriver à une action de manière à freiner cette détérioration? J'en suis persuadé. Enfin, persuadé, non. Il y a toujours le danger que l'erreur et la cupidité triomphent. Elles triomphent très souvent. Mais néanmoins, la moindre chose que nous pouvons faire est terriblement importante. Donc nous avons chacun notre responsabilité? Certainement, et c'est à nous de décider jusqu'à quel point nous pouvons agir, même agir négativement. Ne pas porter de manteau de fourrure. Quand nous vous n'en portez pas? Non, porte pas. Quand et vous souffrez pourtant du froid? Je souffre du froid, mais on peut toujours porter 2 ou 3 épaisseurs de laine. Donc vous faites très attention à tous vos actes? Je fais très attention à tous mes actes. Et quand par exemple, je dois me servir dans la cuisine d'une serviette de papier, je la coupe en 2 parce que je n'aime pas qu'on abatte des arbres pour faire des serviettes en papier. C'est en fait toute une philosophie de vie. C'est une philosophie. Et quand on tourne le robinet de l'eau, il faut d'abord penser avec respect que l'eau est quelque chose de sacré et non pas prendre plus qu'il le faut. Dans toutes les criques là, qui bordent l'île des Monts Déserts, on voit une quantité incroyable de voiliers très beaux. Il y a des millions qui flottent sur l'eau. Oui. Est-ce que ça n'est pas matière à réflexion aussi pour le témoin que vous êtes? Évidemment, c'est une forme un peu dispendieuse de retourner à la vie naturelle. Puis c'est gênant. Pas plus que ça. Vous ne pensez pas partir en guerre contre ça? Non, parce que tant d'autres choses sont presque encore plus gênantes. Comme par exemple les excès de vitesse des voitures, l'espèce de perpétuel appel de la publicité, forçant les gens à participer à cette société de vente, d'achat et de production d'objets inutiles, qui non seulement détruit l'équilibre naturel, mais qui détruit aussi la liberté humaine. Est-ce que vous êtes heureuse du progrès, de ce qu'on appelle le progrès? Ah mon Dieu, non. Tous mes livres prouvent le contraire. Et tout ce que nous avons dit sur l'écologie ou quoi que ce soit, je ne crois pas au progrès. Il y a des cycles de civilisation et la nôtre me paraît plutôt sur le côté descendre que le côté monter. Vous n'avez pas été passionné par la conquête de la Lune? Ah, sûrement pas. Nous savions déjà, enfin tous ceux qui avaient fait un peu d'astronomie, savaient déjà ce qu'on allait trouver dans la Lune. On va analyser chimiquement quelques morceaux de cailloux de plus. Soit, c'est un avantage qui a coûté un peu cher dans un monde où tout est à faire. À propos de tout est à faire, il me vient à l'esprit une phrase d'Adrien, justement. Il y aurait, je la cite grossièrement, il y aurait beaucoup de choses à faire, mais est-ce que la condition humaine en vaut la peine? Adrien a dit que, en effet, la condition humaine est nécessairement malheureuse, mais que néanmoins, on peut toujours améliorer autant qu'on peut. Et ce qui est inévitable et irréparable, tant pis. On s'arrêtera là. Mais avant d'en arriver là, il y a beaucoup de choses à faire, simplement pour le bonheur humain. Puisque nous en sommes au chapitre du progrès, j'ai appris récemment qu'on avait réussi à fabriquer des bébés en éprouvette. Et oui, il y a, paraît-il, en Angleterre, un bébé de 12 mois, un autre, je crois, de 18 mois, oui, qui vivent en éprouvette. Oui, comme dans le bref New World d'Aldous Huxley. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça ne m'éblouit pas. Ça ne vous fait pas horreur? Assez, oui, mais comme l'humanité commet toutes les folies, ça ne fait qu'une de plus. Pensez-vous qu'on puisse tirer de ça quelque chose pour l'aventure humaine? Je crois rien, probablement rien.
Ce sont des amusements de savants. Ce sont des amusements de savants qui sont devenus l'équivalent des amusements de... On ne se rend pas assez compte que la science officielle, et là surtout la technocratie, est devenue à la puissance que l'Église avait au Moyen-Âge. Les gens n'osent plus contester. C'est pourquoi nous sommes de moins en moins bien soignés, par exemple. Il se peut que la médecine ait fait des progrès, mais je vois que les médecins eux-mêmes commencent à hésiter à donner leurs médicaments trop dangereux. Je conseille de prendre plutôt de l'aspirine. Ne viennent plus chez les gens quand ils sont malades et sont eux-mêmes souvent très sceptiques à l'égard de ces fameux développements de la médecine. Avez-vous l'impression que la pensée s'amoindrit justement parce qu'on ne sait plus employer un outil propre, un langage propre? Dans l'ensemble, dans la masse humaine, certainement. On a l'impression que l'abaissement du langage, l'effritement du langage correspond à un effritement de la pensée. Et on a l'impression surtout que l'homme est la victime des moyens de communication commercialisés. Attention, attention. Mais, parce que nous y sommes. Mais, alors, dans les minorités, dans quelques petits groupes, quelques individus isolés, je suppose que la pensée humaine tient le coup, comme elle l'a toujours tenu. Pour combien de temps, je ne sais pas. Est-ce que nous avons, à propos du langage, nous les femmes, un rôle très important vis-à-vis de nos enfants, des petits-enfants? Oui, leur parler, le parler le mieux, le plus intelligemment, le plus sagement, le plus simplement possible. Ça se résume à ça, en fait. Oui, d'ailleurs, tout simplement comme nous parlerions à n'importe qui. Il faut presque toujours garder le même ton, les mêmes formes de langage à qui que ce soit qu'on parle. Sans ça, on tombe dans le factice. Vous avez abordé rapidement la question des médias d'information. Quelle critique pourriez-vous en faire? Les médias, les meilleures critiques ont été faites déjà et refaites, ce n'est pas à moi de les faire. Il est certain que les médias d'information manipulent les nouvelles, que dans la plupart des cas, qu'elles sont dominées par des groupes de plus en plus puissants, et que l'homme est par conséquent de moins en moins libre. Alors en regard de tout ce que vous avez dit, est-ce que malgré le matérialisme effréné de notre époque, vous gardez quand même foi en l'homme? Je vous ramène de nouveau à Adrien. Quand Adrien, qui est très près de douter de sa foi en l'homme, de se demander si l'homme en vaut la peine, mais il ajoute immédiatement, à moins de couper la tête à tout le monde, c'est tout de même avec les hommes qu'il faut vivre. Et ensuite, il fait cette remarque que nous pouvons faire tous les jours de notre vie, c'est que les gens que nous dédaignons le plus, ceux que nous trouvons les plus impossibles, ont quelquefois des qualités que nous n'avons pas. Ils se jetteraient peut-être à l'eau si nous tombions dans l'eau et tâcheraient de nous sauver de ce que nous serions peut-être incapables de faire pour eux. Ils ont peut-être des gens odieux sont peut-être très bons pour leur vieille mère, ou des gens qui ne comprennent rien à rien ont peut-être un talent pour jouer de la guitare. Il y a toujours une étincelle quelque part. Et ce qu'il faudrait trouver, c'est le moyen de défendre, de protéger cette étincelle. Quel danger immédiat voyez-vous pour notre société? Ils sont si nombreux qu'ils sont impossibles à énumérer. Il y a d'abord le danger, l'eau, la disparition de l'eau, enfin, la pollution de l'eau, le fait que tous les lacs autour de Stockholm sont devenus des mers mortes, que tous les grands lacs des États-Unis sont contaminés, que l'eau manque et manquera encore plus, à moins que nous perdons nos habitudes de gaspillage. Que la même chose pour l'air, que nous contaminons et salissons l'air autour de nous. La destruction des espèces animales et des plantes, qui est quelque chose un phénomène très, très, très grave. Une espèce de fureur d'action et de vitesse, de violence, la vitesse étant une violence, qui tient simplement à ce que l'homme est malheureux. Et de plus en plus malheureux, de plus en plus déraciné, il devient de plus en plus violent. Le fait que l'équilibre des nations est un équilibre terriblement instable, que les guerres se recommencent continuellement et qu'il y a un jour où on n'arrêtera pas le feu. Le fait que, précisément, la pullulation même de l'humanité, la croissance de l'humanité a diminué la valeur de l'individu, qui n'est plus rien, qui n'est plus qu'un nombre. L'aventure humaine vous paraît de plus en plus tragique, l'homme de plus en plus malheureux. Je dirais comme Zénon, les hommes tueront l'homme. Simplement parce que les problèmes grandissent
grandissent en progression géométrique de plus en plus. Non, je ne crois pas du tout que l'homme du XIIIe siècle ou du IIIe siècle avant Jésus-Christ était plus heureux ou plus sage. Mais les problèmes qu'il se posait, les solutions étaient moins radicales. Elles ne faisaient pas courir des risques à l'humanité tout entière. Donc les hommes tueront l'homme. Les hommes tueront l'homme, oui. Ils sont bien en train de le faire. Comment échapper à ça? On peut toujours essayer individuellement d'échapper. Et comme le monde est composé d'individus, chaque individu qui tâche d'échapper est déjà une promesse de salut, une mince promesse de salut pour le reste. Qu'est-ce que vous pensez de ces mouvements de libération? Quand le mouvement de libération s'efforce de mettre la femme sur le même plan que l'homme, du point de vue salaire, du point de vue de certaines libertés civiques, je suis complètement d'accord, la femme est un être humain comme l'homme, donc par conséquent elle a exactement les mêmes droits. Je n'aime pas la manière dont la plupart de ces mouvements s'organisent en quelque sorte contre l'homme. Il semble qu'il y ait dans la pensée de la plupart de ces femmes l'idée, d'abord, elles sont complètement acquises d'habitude au monde moderne, au monde du gaspillage, de la consommation, de la vitesse pour rien, et voudraient s'y intégrer plus qu'elles ne sont. Et ensuite, elles s'imaginent vaguement que l'homme triomphe dans ce monde comme un tyran parfaitement heureux. Or, les pauvres hommes, je ne suis pas si heureux que ça. Et je crois qu'il y aurait place pour un mouvement féminin dans laquelle on ferait une grande part à la nature féminine, qui est peut-être un mythe au fond. Peut-être que les gens sont plus ou moins féminins ou plus ou moins masculins individuellement, et qu'on ne peut pas parler, enfin, qu'un système génito-urinaire n'a pas tellement une si grande importance. Mais tout de même, la tradition prête à la femme à tort ou à raison, et souvent à tort, une idée de douceur, une idée de bonté, une idée de stabilité, dont nous avons grand besoin. Et que la femme pourrait, dans son effort de libération, insister sur ces qualités-là. Plutôt que sur l'agressivité qu'elle montre. Oui. L'agressivité qui n'est belle ni pour les hommes ni pour les femmes. Il y a un point évidemment qu'on soulève violemment, c'est la question de l'avortement. Quel est votre sentiment là-dessus? C'est une décision si grave, dont je comprends très bien que l'essentiel soit laissé à la femme, puisqu'après tout c'est elle qui met au monde l'enfant, mais qui devrait être traité d'un point de vue infiniment plus près du sacré, si je puis dire, qu'on ne l'a fait jusqu'ici. Comment ça? Je veux dire que détruire une existence, même virtuelle, est quelque chose de très grave. Que ça peut être parfaitement légitime, ça peut même être approuvé et conseillé par les esprits les plus sages, mais qu'il faudrait que la femme sente à quel point elle commet un acte dans son genre irréparable. Mais vous ne pensez pas que la femme a suffisamment le sens de sa responsabilité et le respect de la vie humaine pour justement ne pas se faire avorter à la légère? Je ne le crois pas. Je crois qu'autour de nous, si on lit les rapports à ce sujet, on s'aperçoit que beaucoup de femmes ne pensent pas, tout simplement. Pensent trop tard ou ne pensent pas. Mais si elles ne pensent pas, quel genre de mère vont-elles être de toute façon? Justement, alors il vaut certainement beaucoup mieux que l'enfant ne vienne pas au monde. Donc la question est très délicate à résoudre, évidemment. Très grave, oui. Très grave, mais ne devrait certainement pas être résolue par un non, et seulement très prudemment par un oui. Est-ce que vous pensez que dans notre société, la femme a véritablement une mission et qu'elle pourrait, en s'y prenant autrement, retrouver une espèce de puissance, je dirais? Je crois d'ailleurs que la femme a toujours eu une puissance considérable. On est frappé de voir à quel point dans la société ancienne, que ce soit le 19e siècle ou les époques primitives, c'est la femme qui règne sur la maison. Vous pensez à votre grand-mère Noémie? Qui règne beaucoup trop, très souvent. Mais sortie de ces tyrans-là. Ce ne sont pas toujours les meilleurs qui règnent le plus. Mais il y a en tout cas, pour tout être humain, homme ou femme, ce qui me paraît un très grand devoir, une mission, c'est un mot bien noble, mais un devoir qui est de tâcher, dans le cercle où l'on vit,
de mettre le plus d'ordre, le plus d'harmonie, le plus de douceur, le plus de bonne volonté possible, et de laisser un monde moins sale, moins encombré, moins abîmé qu'il ne l'était au moment où on y est entré. Un enfant, c'est un otage. La vie nous a. Vos impressions sur la jeunesse américaine? Je suis assez effrayée, pas du tout par quoi on est effrayé d'habitude, mais par une espèce de manque de motivation. La plupart de ceux que je connais, pas tous heureusement, sont très inertes. On n'a pas l'impression de cette avidité de vivre, de sentir, de connaître, etc., qui était certainement la mienne et celle de mes amis quand j'avais 18. Est-ce valable pour la jeunesse du monde entier? Je crains que oui. Je me demande si ce n'est pas l'effet des circonstances catastrophiques dans lesquelles le monde s'est trouvé et se trouve encore, si la jeunesse n'a pas fini découragée, hésitante, se demandant quel rôle elle allait jouer dans une société telle que nous la leur avons faite. Car enfin, imaginez-vous à 20 ans maintenant, ce n'est peut-être pas très drôle. Vous pensez qu'ils ont été floués en quelque sorte? J'en ai l'impression. Je crois que les plus intelligents le sentent intensément, et les moins intelligents, alors tout simplement, sont instables, enfin ne savent pas exactement à quoi répond le monde dans lequel ils se trouvent, et peut-être en ont peur. Je suis très frappée, pas en France encore, mais aux États-Unis et dans d'autres pays, ce silence des enfants, ce silence des adolescents. Ils ont commencé par ne plus chanter. Maintenant, c'est la radio qui chante, mais les individus ne chantent plus. Et puis maintenant, ils ne parlent presque plus. On leur pose une question quelconque, même une question qui les intéresse, enfin. Et on entend de vagues oui et de vagues non. Une espèce de, j'irais jusqu'à dire, une espèce de vague grognement. Et on a l'impression qu'ils sont incapables de communiquer, même entre eux. Sauf à un niveau tellement élémentaire que ça ne les arrangera pas dans n'importe quelle crise ou dans n'importe quel moment de vraie intimité. D'où ça vient? Je me demande, c'est sinon juste du fait que nous avons créé des complications, des difficultés à l'humanité, dont elle ne se sort pas pour le moment. Vous étiez à Paris en mai 68. Est-ce que vous avez l'impression qu'on leur a coupé l'espérance? À ce moment-là, c'était par moments très beau. C'était sale, évidemment, parce que la ville, elle était un peu au diable, au milieu de tous ces désordres, et on sentait l'odeur du gaz lacrymogène dans les places sur lesquelles on venait de se battre. Mais il y avait d'abord la gaieté française qu'on ressentait. D'avoir vécu là pendant un mois m'a fait comprendre mieux les commencements de la Révolution française. Il y avait une espèce d'allégresse, oui. Je me rappelle toujours un grand diable portant un drapeau noir qui envoyait des baisers du haut d'un des toits de la Sorbonne. Et la prise de l'Odéon à laquelle j'ai assisté était magnifique. On aurait dit que ça avait été réglé par du lin ou par barreau, des gens qui escaladaient les fenêtres et qui agitaient des banderoles. Seulement, de nouveau, où en sommes-nous après? Après quelques années, qu'est-ce qui reste de tout ça? Mais ce n'est pas la faute de la jeunesse, ce non. sont les Non, adultes. la faute des administrations, enfin la faute du fait que, comme toujours, on a beaucoup promis et finalement rien donné. Les choses changent très peu. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire après 68? Je crois qu'on aurait pu créer des programmes, établir des programmes dans lesquels on aurait parlé aux êtres humains avec plus de chaleur. On leur aurait peut-être appris moins de choses, mais on leur aurait fait sentir l'importance de ce qu'on leur apprenait. L'importance pour la vie, l'importance pour le monde. Parce qu'on fait remarquer que ces fameux hippies, un peu partout, se conduisent admirablement en temps de véritables dangers. Je me souviens toujours qu'à Anvers, il y a quelques années, une des importantes églises où il se trouve par hasard même quelques portraits de ma famille, il y a une partie de ma famille paternelle qui venait d'Anvers, a brûlé. On n'avait pas assez de pompiers, on a racolé dans tous les bars et dans tous les boîtes de nuit
des mauvais garçons, ou des hippies, ou des enfants qu'on considérait enfin, comme tout à fait perdus du point de vue de la société, qui ont fait des miracles. Ils ont sauvé les tableaux, ils ont tiré de la sacristie tout ce qui avait important de sauver. Ils ont déménagé les stalles et les chaises. Je pense à l'importance que vous attribuez à certaines minorités agissantes. Oui. Les hippies, par exemple, sont une minorité. Oui. Ils sont animés d'une grande fraternité, d'une grande générosité. Ne pensez-vous pas qu'il y ait là un ferment d'une nouvelle société? Il y a beaucoup de bon là-dedans, mais il y a aussi évidemment des contradictions dont il est très difficile de sortir. Un adolescent, un jeune homme qui cherche cette liberté complète et ce retour à une vie plus simple, avec laquelle je suis complètement d'accord, en même temps renonce à une espèce de culture organisée. Et on se demande, dans ces conditions-là, comment il imposera jamais son autorité le jour où il sera un homme mûr, comment il se fera jamais comprendre, comment il s'expliquera jamais sur un plan national ou même international, n'ayant pas enfin, suivi la filière qui lui permettait d'être accepté. De parler les langues étrangères, par exemple, d'en savoir assez sur le passé du monde pour ne pas se tromper trop dangereusement sur l'avenir. En faisant basculer toute la culture telle qu'elle existe, on repart de rien. Et ça peut être sublime, ça peut être aussi très dangereux. Oui, c'est qu'en fait, on n'a rien à mettre à la place. On peut très vite mettre à la place des choses excessivement dangereuses. Oui, la culture a mauvaise réputation, on parle d'anticulture, de nouvelle culture. Vous attachez, vous, évidemment, vous avez une culture hors du commun. On a dit de vous que vous aviez une culture d'un personnage de la Renaissance. On ne peut pas se passer de culture, selon vous. Mais ceci me fait penser, simplement du point de vue des langues, à une phrase fameuse d'un homme de la Renaissance, justement, Charles Quint, qui disait qu'on était autant de fois homme qu'on parlait de langue. Ce qui est parfaitement vrai. Supposez que vous parliez 4 ou 5 langues européennes, mettons, vous êtes chez vous dans 4 ou 5 différents pays, dans 4 ou 5 différentes cultures. Et si vous ne savez rien du passé, vous allez très souvent enfoncer des portes ouvertes et croire que des solutions que vous essayez d'établir sont excellentes et réussiront quand nous avons déjà la preuve qu'à moins de soins extraordinaires, elles ne réussissent pas. Danger de s'éprendre d'un idéal. Danger de croire que c'est arrivé, quand rien n'est arrivé du tout, depuis longtemps. Danger de retomber dans les mêmes erreurs. Qu'un nouveau Hitler, par exemple, tout d'un coup ressurgisse. Oui, j'étais très frappée un jour où je parlais à une jeune Allemande, il y a une dizaine d'années, qui appartenait à un de ces petits groupes, un groupe même excessivement sympathique, et qui me disait « je cherche un Führer ». Et elle était anti-hitlérienne, notez bien. Mais ça ne l'avait pas guérie de penser que les solutions, enfin de drapeaux qu'on agite, de banderoles qu'on agite et de chants criés ou braillés en chœur vont arranger tout. Pourtant, on a l'impression quand on lit votre œuvre que rien ne change tellement. Et vous avez l'impression que nous sommes ici véritablement en période de crise. Nous sommes ici à un dangereux tournant. Parce que c'est la première fois que l'humanité tout entière est concernée. Jusqu'aux temps anciens, l'empire des Ming s'écroulait, ou l'empire romain s'écroulait, ce qui a été en effet un formidable désastre. Mais enfin, il restait des coins du monde, il restait des endroits tout à fait non touchés par les difficultés du temps et qui étaient là, qui demeuraient des réserves. Tandis que maintenant, nous n'avons plus de réserves. Comme les animaux de la fable, nous sommes tous frappés. Nous sommes tous frappés.